Après avoir cherché si longtemps, il continue de vivre dans un monde de fiction. Un monde qui n'est pas là. L'attente est enfin terminée. Après des jours de pure tension, nous avons enfin devant nous le dénouement de cette traversée brutale à travers le désert. Dans cet épisode, intitulé La Bande, les fils du destin s'entremêlent dans une danse mortelle, où la loyauté se brise et où les vérités font plus mal que les balles. Alors qu'un nouveau et ambitieux César émerge des cendres de la Légion, Lucy et Cooper s'enfoncent dans les profondeurs d'un abri qui promet des réponses, mais n'apporte que la désillusion. Dans les ruines de Freeside, un Maximus épuisé devient le dernier rempart face à une horde de sanguinaires, nous rappelant que le courage naît quand il n'y a plus rien à défendre. Préparez-vous à un voyage où le passé réclame ses dettes, et où l'espoir reste aussi fragile qu'une carte postale. Avant de commencer, je remercie de tout cœur les membres du club élite N Minutos. Votre soutien est le moteur de chaque épisode. Clique simplement sur Rejoindre pour nous rejoindre. L'histoire reprend là où nous l'avons laissée. Chet accuse Stéphanie d'être une nécrophage devant tout le monde, mais elle jure désespérément que ce n'est pas vrai, en s'enfuyant vers son bureau pour se cacher. Pendant ce temps, Maximus se bat férocement contre les sanguinaires, qui ont maintenant réussi à accéder à Freeside, semant le chaos dans la zone. Au même moment, Lucy fait une découverte troublante, en réalisant que la base de données de son père est en réalité le crâne de la députée. Simultanément à ces événements, nous voyons Cooper activer et donner vie à l'intelligence artificielle de Robert House. Le système semble être sincèrement ravi de le voir, enfin, réagissant avec une familiarité troublante, comme si House avait été absolument certain que cette rencontre aurait lieu tôt ou tard. Loin de là, la Légion continue de semer la terreur sur son passage. Leur force se trouve dans un conflit direct et dévastateur, où de nombreux guerriers sont tombés au cours de la bataille. Au milieu du champ de bataille, nous voyons Lacerta traîner avec effort le corps inerte de l'un des siens jusqu'à une tente médicale. Cet homme s'avère être un messager qui était censé apporter des nouvelles cruciales concernant l'identité du nouveau commandant en chef des forces. Cependant, en le fouillant, Lacerta ne trouve qu'un morceau de papier portant une phrase énigmatique. « Je suis le César, je suis Légion, et tout cela se termine avec moi. » Un soldat présent, qui parvient à voir le contenu du message, finit par être tué par Lacerta, qui veut éviter que cela ne soit révélé pour ne pas perdre son autorité devant les troupes. Par désespoir et ambition, Lacerta choisit de manger le papier du message. Et aussitôt, il met la couronne de l'ancien chef pour prendre le commandement absolu des forces restantes. Il annonce immédiatement une offensive massive vers Las Vegas, déterminé à réclamer leurs biens et à transformer la ville en palais pour lui et ses guerriers. De retour avec Cooper, l'intelligence artificielle de Robert House le salue avec une amabilité chargée de cynisme. House lui rappelle qu'il avait raison dans son ancien dicton selon lequel la chasse gagne toujours. Il admet amèrement que cela excluait la partie où la planète partait en enfer. Robert reconnaît que tout ne s'est pas passé comme prévu, et essaie de distraire Cooper pour fermer les portes blindées, où se trouve sa source d'énergie vitale. Cependant, le nécrophage réagit rapidement et place son arme pour empêcher la porte de se fermer. Avec froideur, Cooper menace de tirer directement sur la diode, ce qui détruirait complètement la seule chose qui le maintient attaché à cette précaire semi-vie. À ce moment, Robert lui signale que tirer n'est peut-être pas judicieux, même s'il ignore ce qui arriverait. Il sait que la puissance de la diode causerait des dégâts dépassant la planète. Pour Cooper, l'idée n'est pas totalement mauvaise. La possibilité d'effacer tout ce qui existe simplement en appuyant sur la gâchette n'est pas quelque chose que l'on peut faire tous les jours. Cependant, il décide de rester calme et de lui laisser la vie sauve pour le moment, à condition que Robert réponde à toutes ses questions. La première question concerne l'emplacement exact de sa famille et l'accès à l'abri correspondant. Robert lui explique que pour que cela soit possible, Cooper devra porter un Paperboy, car c'est le seul moyen technologique de le guider vers sa destination. Pendant ce temps, à l'extérieur, les choses deviennent complètement incontrôlables. Les portes de Freeside ont été réduites en décombres, et les sanguinaires se frayent violemment un chemin vers les zones résidentielles. Maximus reste la dernière ligne de défense, luttant désespérément au milieu d'une mer de personnes qui supplient en criant de ne pas être dévorées par les bêtes. Grâce aux fusées de son armure, Maximus fait exploser 2 sanguinaires. Pendant ce temps, les gens courent désespérément en cherchant refuge dans les magasins voisins. De retour dans le combat, une fois qu'il obtient l'accès total au système d'armes de son armure, il devient beaucoup plus facile de détruire les bêtes. Cependant, le véritable problème réside dans leur nombre, car ils ne disposent pas de munitions illimitées pour chacun de ceux qu'ils tuent. Un autre apparaît immédiatement pour le frapper de toutes ses forces, tandis que le reste de la meute s'approche de plus en plus, envahissant complètement Freeside. Dans le cas de Lucy,
Voir la tête de la députée connectée à des centaines et des centaines de câbles n'est pas une image agréable. Mais elle comprend que ces souvenirs sont utilisés pour programmer les puces qui y sont fabriquées chaque jour. Elle s'approche prudemment de la table d'opération, où elle manque de mourir de peur en découvrant que la tête possède une sorte de semi-conscience. À sa surprise, la députée peut communiquer via un haut-parleur intégré à la table, montrant qu'il subsiste une trace de vie dans cette expérience macabre. La députée le supplie de la tuer, lui répétant encore et encore de la tuer, car c'est la seule façon d'arrêter tout le processus. Après un instant d'hésitation, Lucy frappe le conteneur avec le levier, ce qui finit par arrêter les machines autour. Loin de là, de retour avec les survivants de l'abri 31, ceux-ci traînent Norm jusqu'à une zone éloignée pour lui infliger sa punition. Claudia leur supplie de le laisser tranquille, mais Sonny refuse catégoriquement et l'avertit qu'elle subira, elle aussi, le même sort. Dans un accès de colère, Claudia attaque Sonny et celui-ci la pousse violemment contre le mur. À cet instant, elle actionne accidentellement l'ascenseur. Les portes s'ouvrent et une mer de cafards géants sort de l'intérieur pour dévorer tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Les créatures attaquent directement la gorge, déchirant la jugulaire des survivants, qui fuient dans une panique totale. Norm se défend comme il peut, utilisant une chaise, puis il profite du chaos pour tenter de s'échapper. Le groupe essaie de se réfugier à la cafétéria, mais quand Norm tente d'y entrer pour se sauver, Sonny le repousse cruellement vers l'extérieur, le laissant à son sort. Le garçon tombe et rampe sous une table. De là, il est témoin, horrifié, de la façon dont les cafards parviennent à pénétrer dans la cafétéria pour festoyer avec les survivants. Y Claudia y complice. Dans le chaos, la porte se referme automatiquement et laisse les créatures piégées avec eux, permettant à Norm d'être le seul survivant de l'attaque brutale. Pendant ce temps, Maximus commence à perdre du terrain face aux sanguinaires. Ses munitions s'épuisent dangereusement. Pendant ce temps, dans la taverne locale, on parie sur le nombre de minutes qu'il reste à vivre au héros en armure. De retour avec Lucy, elle se trouve à l'extérieur de la voûte, sa robe couverte de sang. Un signe qu'elle a finalement pu offrir une fin digne à la députée. Peu après, son père apparaît et la réprimande sévèrement pour ses actes. Il lui explique que la députée était le résultat parfait pour être la candidate idéale et qu'avec son sabotage, Lucy a retardé le projet de plusieurs mois. Cependant, il l'avertit que cela ne suffira pas à arrêter la vision qu'il a pour le nouveau monde. Pour son père, cela signifie simplement qu'il doit maintenant trouver un remplaçant. Quelqu'un qui lui ressemble, mais qui soit un peu plus fraîche. Simultanément à ces événements, notre nécrophage préféré se dirige à travers des tunnels vers l'abri. Sur ce trajet, nous assistons à une scène du passé, où l'on voit Cooper célébrer avec Barbara le succès de son plan, après avoir remis la diode au président des États-Unis. Quelques secondes plus tard, Hank apparaît et remercie Cooper pour cette nuit fascinante. Il reconnaît ne pas se souvenir de grand-chose, mais s'être réveillé avec Stéphanie dans sa chambre, et depuis, ils se voient comme des âmes sœurs. Cooper se souvient de leur conversation précédente, où elle exprimait son désir de faire partie des refuges. Clairement, cela fait partie de son plan maître. Mais n'étant plus concerné, il préfère se concentrer sur d'autres affaires. Hank évoque à Barbara les qualités de Stéphanie et lui propose de lui trouver un poste dans l'entreprise. Il mentionne qu'il a déjà envoyé son CV ainsi qu'une lettre de recommandation. Mais il est convaincu que si Barbara ajoute sa signature, l'embauche sera assurée. Barbara écoute attentivement et répond que c'est peut-être possible. Il considère que ce serait le cadeau parfait, surtout parce qu'ils sont sur le point de se marier, une nouvelle qui surprend tout le monde. Cooper choisit de ne pas s'inquiéter, prend sa femme par le bras et quitte la station, persuadé d'avoir agi correctement. Le président tenant la diode, il estime qu'il n'y a plus de danger. Cependant, avant qu'il ne parvienne à sortir, tous les téléphones près desquels Cooper passe commencent à sonner de façon inquiétante. À ce moment-là, nous retrouvons Lucy, qui demande à son père « Quand cette folie prendra-t-elle enfin fin ?» Il lui révèle la prochaine étape du plan. En lui montrant une puce de la taille d'un grain de riz, il explique qu'il deviendra bientôt impossible de savoir qui fait partie du programme. Le monde commencera à paraître plus aimable, et ils utiliseront les leurs pour conditionner le reste de la population. En gros, ils diffuseront un message de bonté et de collaboration, agissant comme des apôtres au service d'un nouvel ordre mondial. Cependant, comme Lucy refuse de rejoindre volontairement ce mouvement, son père ordonne d'amener un individu pour la soumettre par la force, pendant qu'il procède à l'implantation de la puce. Lucy se défend courageusement, attaque le géant avec un tuyau et le fait tomber, mais il se remet rapidement, la saisit par le cou et la maintient avec une force brutale. Nous revenons immédiatement à Cooper, qui est enfin arrivé devant une énorme porte blindée. Robert House lui ouvre la porte, et le ghoul est témoin de la véritable ampleur de l'abri. L'endroit ressemble presque à une mini-ville sous terre. Ooze lui indique que sa famille se trouve précisément au 7e étage et propose d'éclairer le chemin pour le guider jusqu'à eux.
Pendant ce temps, les sanguinaires poursuivent leur assaut contre Maximus, qui est à court de munitions et dont l'armure a subi des dégâts critiques, ne lui laissant que ses lames pour se défendre dans un combat au corps à corps. À cet instant de désespoir, Thaddeus apparaît pour lui donner un coup de main. Bien qu'il ait perdu son bras, il utilise ingénieusement l'ouverture entre ses orteils pour viser. Même si recharger l'arme lui est beaucoup plus compliqué pendant ces secondes de distraction, un sanguinaire attrape Maximus par le cou et le traîne violemment sur le sol. Les dégâts sur son armure s'aggravent, et elle ne résistera plus longtemps à la pression. Juste au moment où le monstre plante ses crocs dans le métal, on voit Hank se préparer à implanter la puce à Lucy. Cependant, soudainement, une balle traverse le crâne du géant et Cooper apparaît triomphalement pour sauver son ami. Ensuite, Cooper tire sur Hank dans les fesses. Pour lui, c'est l'endroit le plus sûr pour le blesser sans le tuer immédiatement. Bien que son instinct soit de l'abattre, il laisse à Lucy la décision finale. C'est pourquoi il lui envoie une arme d'un coup de pied, lui permettant de stopper les plans de son père. Cooper lui rappelle clairement que le choix lui revient. Ensuite, après s'être excusé pour partir, il mentionne qu'il doit aller récupérer sa famille et quitte les lieux, laissant Lucy seule, avec son père et l'arme chargée. Elle reste debout à côté de lui, tenant le pistolet pendant quelques secondes tendues, mais elle détourne bientôt son regard vers la puce posée sur la rambarde. Pendant ce temps, à Freeside, Maximus sent toute sa vie défiler devant ses yeux, il n'est plus capable de bouger. Son armure a cédé sous les dégâts critiques, et il n'a plus d'option pour continuer à se battre. Cependant, il refuse catégoriquement de mourir piégé là-dedans. Alors il parvient à sortir de l'armure et commence à ramper dans la rue. Pendant ce temps, le reste des personnes restent cachées dans les magasins, observant froidement et attendant de voir s'ils vont gagner de l'argent grâce à sa mort imminente. Maximus prend une lance et une vieille roulette comme bouclier, se préparant à attendre l'attaque finale des sanguinaires. En voyant son grand courage, le barman prend un fusil pour l'aider, mais le reste des gens ne sont pas prêts à mourir pour lui. L'énorme monstre se jette sur Maximus quand soudain, une balle le tue depuis une grande distance, tirée d'un fusil de calibre 50. Un héros masqué, membre d'une faction inconnue de Maximus, arrive juste à temps pour sauver la situation. Avec ses tirs, ce héros transperce les crânes des sanguinaires, et peu après, d'autres soldats apparaissent, portant les drapeaux de la République de Nouvelle-Californie. Ils sont guidés par une dame âgée qui propose de relayer Maximus. Dans un moment d'espoir pour tous, Lucy sort enfin de l'abri avec son père, qui marche lentement à cause de sa blessure aux fesses. Elle observe attentivement la puce qu'elle porte désormais à son propre cou. Bien qu'elle ne l'ait pas encore activée, elle garde son père sous menace en quittant le lieu. Son père reconnaît que son plan a des failles, mais affirme que c'est le meilleur possible. Il a toujours rêvé de rendre la surface digne pour elle. Il avoue avoir souvent voulu abandonner et retourner auprès de sa famille. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait que tout soit meilleur pour elle, pour Norm et même pour Stéphanie. Cependant, maintenant qu'elle a décidé de mettre fin à tout cela, son père décide de lui révéler quelque chose qu'il a jalousement gardé secret. Il l'avertit que la Légion se dirige vers Las Vegas et que, sans aucun doute, ils massacreront tous ceux qui resteront là-bas à leur arrivée. C'est pourquoi il lui demande instamment de rester en sécurité. Lucy, ferme, lui exige de lui révéler le véritable but de ses plans, et menace d'appuyer sur le bouton de la puce s'il refuse. Elle lui assure que, comme elle l'a déjà perdu une fois, elle peut supporter de le perdre à nouveau, et qu'avec la puce activée, il deviendra peut-être enfin le père qu'elle a toujours cru. Le doigt sur le bouton, Lucy le traite de menteur, ce qui blesse profondément son père. Face à cela, Hank décide de lui révéler une vérité qu'elle ignorait complètement. La véritable expérience, c'est la surface, pas les abris. Cela fait plus de 150 ans qu'une expérience est menée dans le désert. Les résultats sont dispersés partout, et les puces ne sont qu'une version moderne de ce processus. D'après Hank, chacun obéit à des ordres inconsciemment depuis plus d'un siècle. Après lui avoir dit cela, son père s'assoit, sort une télécommande identique à celle de Lucy et se prépare à l'utiliser. À ce moment-là, Lucy lui demande quels sont exactement les ordres que ces personnes suivent et qui est vraiment celui qui les donne. Elle a besoin de connaître le nom de la personne qui tire les ficelles dans l'ombre. Cependant, avant que son père ne puisse répondre, il commence à souffrir d'une douleur intense et visible. À cet instant d'agonie, il regarde Lucy dans les yeux et lui dit qu'il l'aime. Aussitôt après, il appuie sur le bouton et son corps reste inerte, comme si la vie l'avait quitté. Elle s'approche désespérément pour l'aider, mais Hank ne réagit pas et sa respiration s'arrête complètement. Lucy verse une larme pour l'homme qui fut autrefois son père, déplorant sa perte. Peu après, Hank revient soudainement à la vie, mais son regard est vide, son esprit a été complètement effacé. Il ne se souvient ni du lieu ni de qui elle est,
mais propose gentiment de nettoyer le visage de sa fille. Lucie éclate en sanglots en voyant son père agir de cette manière si docile et méconnaissable. Peu après, il semble complètement perdu dans son environnement, et elle choisit de s'éloigner pour pouvoir assimiler toutes les révélations qu'il lui a faites avant d'effacer sa mémoire. Au loin, on entend finalement la voix de Maximus qui s'approche lentement de Lucie. Après un long et dangereux périple pour se retrouver, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, dans les bras de Maximus. Lucie trouve un certain réconfort et se laisse porter là, quelques secondes, se réfugiant du chaos. Pendant ce temps, l'action se déplace vers le refuge, où l'on voit Stéphanie furieuse. Dans son bureau, Chet continue de l'accuser d'être une nécrophage devant la foule. Même si l'accusation est fausse, les autres l'ignorent et cèdent à la colère collective. Il frappe violemment à la porte, exigeant qu'elle l'ouvre pour les affronter. Face à la menace imminente, Stéphanie décide de recourir à la mystérieuse mallette bleue que Betty lui a remise, laquelle appartenait à l'origine à Hank. Dans la mallette, elle trouve un autre Pip-Boy qu'elle met à son poignet et active aussitôt. Un logiciel de Robco avec une interface inconnue apparaît à l'écran, et les mots « signal d'urgence vers l'enclave » clignotent avec insistance. Stéphanie contacte ensuite quelqu'un de l'autre côté, et elle s'identifie formellement comme l'épouse de Hank, et ordonne fermement de lancer la phase 2 du protocole. Immédiatement, la scène se déplace vers une base cachée dans les montagnes, où le signal de Stéphanie est reçu et traité. Au même endroit, on écoute la voix de Hank, et ses rapports détaillés réalisés au fil des années lors de ses expériences. Des rapports de Hank jusqu'aux appels désespérés à l'aide de Norm. Toute communication de l'abri passe par ce centre de commandement, révélant l'existence de veilleurs éternels, dans un plan qui se dévoile peu à peu. Quant à Norm, lorsqu'il cesse enfin d'entendre les cris des survivants, il s'approche prudemment de la porte. Là, nous sommes témoins du carnage total laissé par les cafards, avant de réussir à s'échapper de l'endroit. Des dizaines de personnes mortes sont éparpillées partout, mais au milieu de tout ce chaos, Norm découvre que Claudia respire encore. Avec effort, il la sort de cet endroit, l'installe sur une vieille charrette, et commence le voyage loin de là, de retour auprès de Cooper. L'intelligence artificielle de House lui demande comment il compte protéger sa famille, une fois qu'il aura réussi à les retrouver. Il l'avertit qu'avec l'enclave toujours active, il n'y a aucun endroit vraiment sûr, comme il avait tenté de lui expliquer il y a des années. À ce moment précis, l'histoire revient dans le passé. À l'instant même où les téléphones sonnaient simultanément devant Cooper. En décrochant le combiné, il entend la voix de Robert, qui lui avoue qu'il ne le blâme pas pour ce qui est sur le point d'arriver. House lui explique qu'il y a toujours eu des personnes bien pires que lui, et que Cooper vient de confier le bien le plus dangereux du monde à l'une d'entre elles. Il lui dit qu'il admire sa volonté d'être héros, mais que faire confiance au président était une erreur. Il espère seulement qu'ils pourront se revoir après tout cela, pour avoir la chance de tout arranger. À l'expression de Cooper, Barbara comprend aussitôt qu'il se passe quelque chose de grave et s'approche de lui à ce moment-là. Nous revenons dans le futur, où le nécrophage se trouve enfin devant les capsules cryogéniques, où sa famille est censée reposer. D'un pas lent et chargé d'attente, il entre dans la salle et commence à vérifier les noms. Cependant, en regardant à l'intérieur, il remarque avec une profonde déception que les unités sont complètement vides. La seule chose qui repose à l'intérieur est une chaise inerte. Il entend alors la voix de House, qui lui dit froidement qu'il a misé sur l'espoir et qu'il a perdu autrefois. Juste au moment où il lâche les téléphones, Cooper est arrêté par les services secrets des États-Unis. Il est officiellement accusé de trahison sur ordre direct du président. Barbara ne peut qu'observer impuissante pendant qu'on l'emmène, les larmes coulant sur ses joues. De retour dans la salle cryogénique, Cooper observe attentivement le fond de la capsule et découvre un indice. Sur le sol de l'unité, une carte postale du Colorado porte un message écrit. Le message lui redonne espoir, il doit juste continuer à chercher. Convaincu, Cooper enlève son Pip-Boy et s'en va en ignorant les avertissements de House, qui lui confirme que l'enclave est actif et qu'il en aura besoin pour affronter l'avenir. Dehors, dans la ville, la Légion approche, commandée par Lacerta, le nouveau César, au moment où Lucie arrive au bureau de House. Il n'y a aucune trace de Cooper nulle part. Il ne reste qu'un message à l'écran indiquant « Signal perdu » et une vue splendide des troupes qui s'approchent d'eux. La deuxième saison se termine avec Maximus lui prenant la main, tandis que Cooper entreprend un nouveau chemin vers le Colorado, l'endroit où il espère enfin retrouver sa famille. Dans une scène post-générique, on voit Denny traverser les hangars remplis de blessés. Tandis que la guerre fait rage dehors, le jeune homme rejoint Quintus pour lui remettre des plans. Le vieil homme commente qu'il a consacré toute sa vie à unifier la confrérie. Il lui dit qu'il a toujours essayé d'être Quintus l'unificateur, mais que ce nom meurt ce jour-là, pour laisser place à un nouveau, le Destructeur.
Le vieil homme déploie les plans et révèle le design de l'armure Liberty Prime, clôturant le chapitre sur un suspense absolu.